Tu as déjà rencontré une femme qui, en apparence, semble avoir tout pour elle? Belle carrière, sourire éclatant, entourée d'amis? Pourtant, quelque chose te dit qu'elle ne se sent pas vraiment à sa place. Comme si elle jouait un rôle. Comme si elle attendait que quelqu'un découvre son secret. Je vais te révéler quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir les relations humaines. Le manque de confiance en soi ne se manifeste rarement par des crises de larmes ou des aveux de faiblesse. Non. Il porte des masques bien plus sophistiqués. Des masques si bien ajustés que parfois, la personne elle-même ne se rend plus compte qu'elle les porte. Aujourd'hui, avec Chloé, nous allons décrypter ensemble ces signaux invisibles. Pas pour juger, ni pour cataloguer, mais pour comprendre. Parce que reconnaître ces signes, c'est offrir la possibilité d'une main tendue, d'une écoute plus juste, ou simplement d'une relation plus authentique. Exactement, Thomas. La confiance en soi, ce n'est pas ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux ou ce qu'on raconte en soirée. C'est une vibration interne, un ancrage qui se sent bien avant de se voir. Et souvent, le corps révèle ce que les mots cherchent à cacher. Comprendre ce langage silencieux, c'est apprendre à voir au-delà des apparences. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer 5 signes révélateurs. Des signes qui, pris isolement, peuvent sembler anodins, mais qui, lorsqu'ils se répètent, forment un pattern clair. Chloé et moi allons les décortiquer, t'expliquer leur origine psychologique et te donner des clés pour les identifier avec bienveillance. Commençons par le premier signe, peut-être le plus courant, la justification permanente. Tu connais cette personne qui, lorsqu'elle prend une décision, même banale, semble devoir se justifier auprès de tout le monde. J'ai pris un café latte, mais c'est parce que j'avais mal dormi, normalement je prends un noir. J'ai acheté cette robe en solde, elle était vraiment pas chère, je sais que j'en ai déjà des similaires, mais je suis parti en vacances à la mer plutôt qu'à la montagne cette année, mais c'est parce que cette compulsion à expliquer, à contextualiser, à chercher une forme d'approbation est un indicateur puissant. C'est comme si la personne sentait qu'elle doit mériter son propre espace, ses propres choix. Elle n'agit pas simplement, elle prépare sa défense avant même qu'une attaque n'ait eu lieu. La racine de ce comportement, Thomas, est souvent une peur profonde du jugement. La personne anticipe la critique et tente de la désamorcer en se justifiant. C'est épuisant mentalement, chaque choix devient un mini-procès où elle est à la fois l'accusée et l'avocate. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, elle envoie un message subliminal aux autres, mes décisions ne sont pas légitimes par elles-mêmes. Cela renforce inconsciemment le sentiment d'illégitimité. Tout à fait. D'un point de vue stoïcien, c'est l'illustration parfaite du fait de donner le pouvoir de son bonheur à l'opinion des autres. Épictète disait « Si quelqu'un te rend maître de son bien ou de son mal, ne sois pas surpris s'il se met en colère contre toi, comme si tu lui avais causé un pré grave. » La personne qui se justifie constamment a fait des autres les juges de sa valeur. Son estime d'elle-même fluctue au gré des regards approbateurs ou désapprobateurs. Comment distinguer une simple explication d'une justification pathologique? L'explication est offerte quand on lui demande, elle est factuelle. La justification, elle, est proactive, presque anxieuse. Elle cherche à combler un vide de validation. Pour l'entourage, la tentation peut être de dire « tu n'as pas à te justifier ». Mais cette phrase, bien qu'intentionnée, peut mettre encore plus la pression. Une approche plus douce consiste à valider le choix lui-même, sans s'attarder aux justifications. Par exemple, répondre simplement « cette robe te va à merveille » ou « ton choix de destination a l'air génial ». L'objectif est de recentrer l'attention sur la légitimité du choix, et non sur les raisons qui l'ont motivé. Passons au deuxième signe, un signe non-verbal extrêmement puissant, le regard fuyant. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont aussi le miroir de la confiance. Une femme qui manque d'assurance aura souvent du mal à soutenir un regard direct. Son regard papillonne, se pose brièvement puis fuit. Elle peut regarder vers le bas, sur le côté, ou fixer un point dans le vide pendant une conversation. Ce n'est pas nécessairement de la malhonnêteté. C'est souvent une incapacité à se sentir digne de tenir l'espace visuel. C'est fascinant parce que le contact visuel est une forme d'affirmation silencieuse. C'est dire, sans mots, « je suis là, présente et je te vois ». Éviter ce contact, c'est comme se retirer d'une conversation avant qu'elle n'ait vraiment commencé. C'est une micro-défaite acceptée à chaque interaction. Il faut nuancer, bien sûr. La timidité ou les normes culturelles jouent, mais dans un contexte où le contact visuel est la norme, son absence répétée est significative. C'est comme si la personne craignait que, si l'on plongeait trop profondément dans ses yeux, on y découvrait son imposture présumée. D'un point de vue neuroscientifique, le contact visuel active des zones du cerveau liées à la connexion sociale et à la reconnaissance. Lorsqu'on l'évite, on se prive de ces renforcements positifs, on s'isole un peu plus. C'est un cercle vicieux.
Je manque de confiance, donc j'évite le regard, donc je me sens moins connectée et moins validée, donc ma confiance diminue encore. Je conseille souvent un petit exercice simple à celles qui se reconnaissent là-dedans. S'entraîner à maintenir le contact visuel 1 seconde plus que son réflexe ne le dicte. Juste 1 seconde. C'est un petit pas qui, répété, permet de reprendre possession de son espace. Marc Aurèle, dans ses pensées, ne parlait pas spécifiquement du regard, mais de la posture face au monde. Partout et en tout temps, il dépend de toi d'honorer pieusement la nature qui est en toi. Honorer la nature qui est en soi, c'est aussi oser la montrer sans crainte. Le regard stable est une forme de piété envers soi-même. Le 3e signe est l'un des plus douloureux à observer, car il mène souvent à l'épuisement et au ressentiment. La peur de dire non. La personne qui manque de confiance en elle a souvent des difficultés monumentales à poser cette petite frontière de 2 lettres. Elle va accepter des invitations alors qu'elle est épuisée, prendre en charge des tâches qui ne lui incombent pas, rester dans des conversations qui l'ennuient, tout ça pour éviter un conflit, un rejet ou simplement de décevoir. Son mantra inconscient est « si je dis non, on ne m'aimera plus ». Cette incapacité à dire non est une trahison de soi-même. À force de dire oui aux autres, on dit non à ses propres besoins, à son énergie, à son temps. Le corps finit par envoyer la facture, burn-out, anxiété, maladie psychosomatique. La personne croit acheter l'affection des autres, mais en réalité elle vend des morceaux de son intégrité. La racine, souvent une confusion entre être aimé pour ce que je fais et être aimé pour qui je suis. La personne pense que sa valeur réside dans son utilité. Si elle cesse d'être utile, elle cesse d'exister aux yeux des autres. Les stoïciens parlaient beaucoup de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le besoin de plaire à tout le monde, tout le temps, ne dépend pas de nous. C'est une illusion. En revanche, préserver son intégrité, respecter ses limites, cela dépend totalement de nous. Sénèque le disait bien. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Dire non pour la première fois est terrifiant, mais la 100e fois, cela devient une libération. On se rend compte que les relations qui s'effritent à cause d'un non étaient basées sur l'exploitation et non sur l'affection réelle. Pour aider quelqu'un dans cette situation, il ne s'agit pas de la forcer à dire non de manière brutale. On peut l'encourager à gagner du temps. Je te réponds plus tard, je dois consulter mon agenda. Cela brise le réflexe du oui immédiat. Ensuite, l'aider à formuler un refus poli mais ferme. Merci beaucoup pour l'invitation, malheureusement je ne suis pas disponible cette fois-ci. La brièveté est clé. Moins on se justifie, plus le non est fort et respectueux de soi. Le 4e signe est un leurre, car il est souvent perçu comme une qualité, le perfectionnisme extrême. Attention, il y a une différence entre l'excellence qui est saine et le perfectionnisme qui est toxique. La perfectionniste ne célèbre jamais une victoire. Elle a obtenu une promotion ? Oui, mais j'aurais dû l'avoir plus tôt. Elle a cuisiné un repas délicieux ? Oui, mais le dessert était un peu trop sucré. Elle est constamment en train de pointer ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. C'est une quête épuisante d'un idéal impossible à atteindre. Ce perfectionnisme est une prison dorée. La personne croit que, en étant parfaite, elle sera enfin à l'abri de la critique. C'est une stratégie de défense. Le problème, c'est que la critique intérieure devient bien plus cruelle que ne le sera jamais une critique extérieure. Elle devient son propre tyran. Le message sous-jacent est « Je ne suis pas acceptable tel que je suis, avec mes imperfections, donc je dois les masquer par une performance irréprochable. » C'est une course sans fin, car la barre est sans cesse rehaussée. Psychologiquement, c'est souvent lié à une estime de soi conditionnelle dans l'enfance. La personne a appris qu'elle était aimée ou valorisée quand elle réussissait, quand elle était sage, quand elle répondait aux attentes. L'amour inconditionnel, être aimé simplement pour exister, n'a pas été suffisamment intégré. L'antidote est de cultiver l'autocompassion, se permettre à soi-même ce que l'on offrirait à un ami qui a échoué, de la bienveillance, comprendre que la valeur humaine est intrinsèque et non liée à la performance. Les philosophes antiques parlaient de la juste mesure. Aristote, avec sa doctrine du juste milieu, nous enseignons que la vertu se situe entre 2 excès. Ici, l'excès serait d'un côté la négligence et de l'autre le perfectionnisme paralysant. La vertu, c'est de viser l'excellence tout en acceptant l'humaine imperfection. C'est faire de son mieux et faire la paix avec le résultat. Arrivons au 5e et dernier signe, le plus silencieux, mais peut-être le plus révélateur. Le langage du corps fermé et la voix hésitante. Le corps est le reflet de l'âme, et quand l'âme se recroqueville, le corps en fait autant. Observez. Les épaules voûtées, comme pour prendre moins de place. Les bras croisés, formant une barrière protectrice. La tête baissée, la posture recroquevillée sur elle-même, la voix faible, monotone,
qui montent en intonation à la fin des phrases comme pour chercher une validation. C'est bon, non? Ce langage corporel crie « Je ne me sens pas en sécurité, je ne mérite pas d'occuper cet espace ». La voix est particulièrement intéressante. Une voix hésitante, pleine de voilà, de en fait, est une voix qui ne s'autorise pas à affirmer. Elle doute d'elle-même avant même que quiconque ne puisse en douter. C'est une prévalidation négative. Le travail sur la posture et la voix est souvent une porte d'entrée concrète pour travailler la confiance. Quand on force physiquement une posture droite, les épaules en arrière, la tête haute, et qu'on baisse volontairement le ton de sa voix, on envoie un signal contraire au cerveau. Le cerveau reçoit le message « Je suis en position de force » et il commence à y croire. C'est la sagesse incarnée. On change le comportement et la mentalité suit. C'est une application directe de la philosophie stoïcienne qui nous invite à agir comme si nous étions déjà la personne que nous voulons devenir. Agis avec confiance et la confiance viendra. Comme le disait l'empereur Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin. La timidité, la peur sont des obstacles. En les affrontant par l'action corporelle, on les transforme en chemin vers la confiance. Alors, après avoir écouté ces 5 signes, quelle est la prochaine étape? Si vous vous reconnaissez dans certains de ces comportements, rappelez-vous, ce n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Et un diagnostic est le premier pas vers la guérison. La confiance en soi n'est pas un état fixe que l'on a ou que l'on n'a pas, c'est un muscle qui se travaille, jour après jour, par de petites actions courageuses. Sourire à un inconnu, donner son opinion dans une réunion, porter une tenue qui nous plaît même si elle sort de l'ordinaire. Chaque petit oui à soi-même est une répétition qui renforce ce muscle. Et si vous reconnaissez ces signes chez une femme que vous aimez, votre rôle n'est pas de la réparer. Votre rôle est d'être un miroir bienveillant, de valoriser ses choix sans qu'elle ait à se justifier, de la regarder dans les yeux avec une attention sincère, de respecter ses non, de célébrer ses efforts plutôt que d'exiger la perfection, de l'encourager à prendre sa place, littéralement et métaphoriquement. La vraie question n'est pas « est-ce que tu manques de confiance ?», la vraie question, bien plus puissante, est « qu'est-ce que tu décides d'en faire aujourd'hui ?» Chaque jour est une nouvelle page. Chaque interaction est une nouvelle opportunité de choisir la version de vous-même que vous voulez incarner. La route vers une confiance inébranlable est un voyage, pas une destination. Soyez indulgent avec vous-même. Célébrez les petites victoires et rappelez-vous que le simple fait de prendre conscience de ces mécanismes est une immense victoire en soi. Ici Thomas Anderson. Et Chloé Nedeli pour Secret des maîtres stoïciens. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode vous a parlé, s'il vous a offert un nouveau regard, partagez-le autour de vous. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage en a besoin sans oser le dire. Restez fort, restez vrai, et surtout, souvenez-vous, votre valeur n'est pas à négocier, elle est à affirmer.